Elle est partie littéralement de rien du tout pour devenir aujourd'hui entrepreneur multimillionnaire au Canada, avec un patrimoine estimé à près de 30 millions de dollars. C'est un parcours ahurissant, c'est un parcours bluffant. C'est celui d'une dame qui a cru depuis petite qu'elle n'était pas destinée à être pauvre. Malgré toutes les circonstances qu'elle avait autour d'elle, elle s'est dit qu'elle pouvait y parvenir. Et le pays qui le lui a permis, c'est le Canada. Aujourd'hui, je reçois Iseline Gandao, qui nous vient directement de Montréal pour réaliser cette interview afin de te faire connaître son parcours qui, j'en suis certain, va te bouleverser. C'est quelqu'un qui parle avec le cœur, avec la franchise et qui va te donner envie toi aussi de te dépasser, peu importe la situation dans laquelle tu passes en ce moment. Elle a bien voulu se révéler comme elle ne l'a jamais fait, parler de ses chiffres, parler de ses entreprises, en apporter même la démonstration, mais surtout te donner des propos, des paroles qui, j'en suis sûr, vont te bouleverser parce qu'elle parle comme quelqu'un qui vient de loin à des personnes qui ont besoin d'accomplir quelque chose. Donc pose-toi, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu as besoin de te poser pour l'heure qui arrive pour apprendre de quelqu'un qui y est parvenu. Comment toi aussi tu peux y parvenir. C'est une véritable masterclass. Et en plus, tu auras l'opportunité de la rencontrer physiquement à Montréal si tu es au Canada le 7 juin lors d'un événement qu'elle organise qui va bientôt être sold out et pour lequel tu dois absolument prendre ta place parce que c'est typiquement le genre d'événement qu'on ne raconte pas. Il faut être là. En tout cas, moi, je serai là. Je l'ai confirmé, je serai là parce que ça vaut vraiment la peine de venir partager avec de telles personnes à un public qui, j'en suis sûr, repartira de là complètement changé. Allez, c'est parti pour 1 heure à peu près avec Iseline Gandao pour un moment exceptionnel de développement personnel. C'est parti! Bonjour Iseline. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va très bien. Je suis très content que tu sois venu du Canada, Montréal, plus petit, enfin Québec d'ailleurs, je pense. J'habite à Gatineau. Gatineau, oui, c'est à 2 heures de Montréal. 2 heures de Montréal, oui. Pour qu'on puisse avoir un échange dans le cadre de ce podcast pour te faire découvrir à ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que tu as une très belle histoire, un très beau parcours à nous partager. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, merci Philippe de me recevoir suite à ton émission. Alors, mon nom, c'est Iseline Gandao. Je suis une fière native du Bénin, une véritable Amazone de Dahomey. Et je suis immigrante au Canada depuis 25 ans. Très bien. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada? Déjà, peut-être qu'on va parler de ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis entrepreneur, oui. Je suis professeur-chercheur universitaire de carrière, je suis conférencière, auteur, mais mon rôle le plus important qui m'occupe le plus, c'est que je suis mère. Et voilà, qu'est-ce qui me tient occupée la majorité de mon temps. Très bien. Tu as dit que tu étais entrepreneur. Tu fais quoi concrètement comme business? J'ai une douzaine d'entreprises que j'ai développées au cours des 20 dernières années. Donc, j'ai plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de l'éducation, l'investissement immobilier, la construction immobilière, la prospection immobilière, la maroquinerie, les produits de luxe. Je suis aussi conférencière, donc je vends des programmes de formation. Je suis mentor business pour plusieurs entrepreneurs et je suis aussi présidente à la Chambre de commerce de Gatineau. Donc, j'ai quand même plusieurs chapeaux que je porte avec beaucoup de fierté. Très bien. Alors, ça fait beaucoup de choses finalement quand même. Beaucoup autour de l'immobilier quand même. Et ensuite, des choses un peu annexes. Exactement. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs formations qui m'ont permis de me développer dans plusieurs domaines. C'est seulement les dernières années, après la COVID, que j'ai relâché au niveau de l'entrepreneuriat un peu et je me suis lancée dans le domaine des conférences et de la formation parce que je voulais vulgariser ce que moi j'ai appris. Je voulais inspirer d'autres personnes à devenir entrepreneurs et à bâtir leur propre liberté financière comme moi j'ai eu l'opportunité de le faire. Et c'est ça qui m'a amené vers les conférences. Et d'ailleurs, je prépare une grande conférence à Montréal le 7 juin prochain au Palais des Congrès de Montréal où Philippe, tu seras présent. Tu fais partie de nos invités d'honneur, de nos conférenciers qu'on a hâte d'écouter sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Effectivement, je confirme que je serai là. J'ai hâte d'ailleurs d'y être. Et on va peut-être en parler un peu plus d'ailleurs de cette formation. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était une formation un peu inédite. C'est la première fois que parce que j'ai l'impression que vous appelez là-bas des migrants. Oui. C'est la première fois qu'une femme migrant organise un événement de cette
grande taille au Canada? Exactement. C'est un grand événement qui va réunir, on s'attend plus de 500 participants qui seront là, de toute la diaspora, des gens des Québécois, des francophones canadiens seront présents. Donc, c'est un événement rassembleur pour tout le monde. Et je me suis fait le pari d'organiser un tel événement autour de l'enrichissement personnel, autour des finances personnelles, de l'investissement immobilier et inspirer les gens qu'on peut réussir au Canada, qu'on peut, à travers les connaissances qu'on a, bâtir sa propre richesse et développer son indépendance financière. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas... Parce que quand nous, on est en Europe, on a l'impression que gagner beaucoup d'argent en Amérique du Nord, notamment au Canada, c'est naturel. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que la diaspora africaine a du mal à s'en sortir au Canada, d'après toi qui est là depuis très longtemps? La diaspora a quand même pas mal de défis. Les gens veulent s'en sortir. C'est pour ça qu'ils immigrent et qu'ils choisissent le Canada. Mais je peux vous dire par ma propre expérience que ça prend beaucoup d'années pour y arriver. Ce n'est pas instantané. La plupart des gens arrivent, souvent ils ont déjà une carrière dans leur pays, ils ont déjà des diplômes, ils arrivent et les connaissances et les compétences ne sont pas reconnues d'office. Donc, souvent, les gens se retrouvent, quelqu'un qui est ingénieur, qui est médecin, qui arrive au Canada, peut devoir recommencer en bas de l'échelle parce que son diplôme et ses qualifications avec lesquelles elle est arrivée, cette personne-là, ne seront pas forcément reconnues. Donc, souvent, les gens se retrouvent à recommencer à zéro. Et qui dit recommencer à zéro veut dire souvent la misère. Donc, près de 75% des immigrants nouvellement arrivés au Canada ne s'en sortent pas. Et voilà un peu la mission que moi, je me suis donnée d'outiller les gens pour apprendre comment aller dans l'entrepreneuriat d'abord, ensuite comment développer des sources de revenus additionnels, comment réinvestir ces revenus-là intelligemment. Donc, mes conférences sont axées sur comment aider les gens à développer leur intelligence financière pour pouvoir développer leur indépendance financière. Mais pourquoi on a besoin de former les gens à ça? Au Canada, j'imagine que les gens que tu formes, comme tu l'as dit, ce sont des gens qui ont un background d'éducation plutôt conséquent, puisque le Canada choisit quand même les gens qui l'acceptent en immigration. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, qui ont plutôt de bons diplômes, quand elles arrivent au Canada, ne pensent pas ou ne savent pas comment faire du business? Est-ce que le Canada a des spécificités? Ce qui fait que c'est difficile, c'est que nous arrivons avec notre mentalité francophone. La plupart des gens qui viennent par exemple à Montréal viennent de l'Afrique francophone. Et la façon dont on investit en immobilier, par exemple, dans le contexte nord-américain, ce n'est pas quelque chose qui est connu. Alors, Même en France, c'est très différent de comment ça se fait au Canada. Exactement. Donc, beaucoup d'immigrants arrivent, ils travaillent dur, ils arrivent à mettre un peu d'argent au côté, mais ils n'ont pas forcément les connaissances sur comment faire fructifier cet argent rapidement pour bâtir un empire immobilier. Moi, ça a été mon expérience. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai d'abord été étudiante pendant près de 12 ans. Donc, j'ai fait 8 diplômes universitaires au Canada. 8 diplômes? Oui, bachelor, maîtrise, doctorat, diplôme d'enseignante. J'ai fait beaucoup d'années d'études. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai été capable de devenir professeur-chercheur à l'université. J'ai eu une belle carrière de professeur-chercheur où je gagnais très bien ma vie, mais je me suis rendu compte lorsque j'ai fondé ma famille, que j'ai eu des enfants, que le salaire ne suffisait plus, que les enfants, ça coûte cher en Occident et la vie de salarié ne permet pas vraiment d'atteindre la liberté financière. Alors, j'ai dû apprendre moi-même à devenir entrepreneur et c'est ainsi que je suis allée dans le domaine de l'entrepreneuriat il y a 15 ans. J'ai commencé à développer mes propres entreprises et j'ai commencé avec mon salaire de professeur à l'université que j'ai investi et petit à petit bâti les entreprises. Et quand j'ai vu comment je pouvais fructifier en 2 ans et gagner plus d'argent que j'ai gagné comme professeur à l'université, et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est la clé pour devenir libre financièrement. Et ce n'est pas juste l'entrepreneuriat, c'est aussi pouvoir réinvestir l'argent qu'on génère grâce à ces entreprises pour bâtir un empire immobilier. Moi, j'ai réussi à bâtir un empire immobilier au Canada de plus de 30 millions en valeur immobilière. Et c'est les revenus de mes entreprises qui m'ont permis d'investir cet argent-là en immobilier et d'atteindre ma liberté financière. Donc, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui aux gens. Comment fructifier d'abord l'argent, comment avoir diverses sources de revenus, pas juste attendre qu'on va devenir riche avec son salaire, comment investir son argent qu'on a épargné de son salaire en des entreprises rentables, comment systématiser toutes ces entreprises pour ne pas se retrouver à travailler tous les jours et atteindre sa liberté financière en réinvestissant le tout dans des actifs solides comme l'immobilier.
Voilà qu'est-ce que j'enseigne dans mes conférences notamment. 30 millions de dollars canadiens en patrimoine immobilier. Exactement. Il y a des gens qui ça m'a pris 20 ans pour le faire. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Oui, en 20 ans, tu es parvenu à te bâtir ça quand Exactement. même. Mais il y a des gens qui peuvent dire non, mais c'est faux, ce n'est pas possible. Comment on peut bâtir un tel patrimoine en partant d'un salaire? Je les invite à ma conférence. Moi, souvent, dans mes conférences, je montre des diapositives de tous mes édifices avec les adresses. Les gens peuvent aller les vérifier. D'ailleurs, ma dernière conférence, c'était le 30 septembre dernier où j'ai dévoilé mon livre « Riche ou pauvre, les clés de l'indépendance financière ». Et j'ai pas hésité à le montrer parce que les gens ont besoin de voir pourquoi. Donc, les gens qui me connaissent bien mes immeubles. J'ai plusieurs immeubles commerciaux. J'investis énormément dans des actifs comme l'immobilier locatif, mais surtout l'immobilier locatif commercial. Donc, j'ai plusieurs édifices qui ont pignon sur rue, absolument. Très bien. Donc, les amis qui voulaient faire les Saint-Thomas, venez à la formation avec Iseline, à laquelle je vais participer. Je suis d'ailleurs très content de pouvoir venir en tant que conférencier aussi à cette formation. Là, ce sera l'occasion pour vous de venir m'écouter parce que je pense que j'ai quelque chose aussi à vous partager qui peut vous aider dans votre projet d'enrichissement en termes de finances personnelles. Mais pourquoi c'est important pour toi, Iseline, de gagner autant d'argent? C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Philippe, je dois te raconter que moi, quand je suis partie de l'Afrique, j'ai d'abord étudié j'ai d'abord fait ce qu'on appelle un BTS en informatique de gestion au Bénin. Après ça, je suis allée faire un diplôme d'ingénieur informatique à Cheikh Anta Diop au Sénégal. Et mon but, c'est que je voulais réussir. La réussite était très, très importante pour moi parce que je suis née d'une famille pauvre. Une famille tellement pauvre que j'ai vu des gens dans mon village mourir parce qu'ils ne pouvaient pas se payer les médicaments pour soigner le paludisme. J'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger à leur faim, parce qu'ils sont anémiés. Donc, ma volonté de réussir n'a rien à voir avec l'argent. C'est une rage. J'ai une rage de réussir, une rage contre la pauvreté. Je dis toujours, moi, mon but, ce n'est pas d'être riche. Je me bats pour ne pas être pauvre. Je me bats pour que mes proches ne soient plus pauvres. Je me bats pour que les gens comprennent que la pauvreté, on peut mettre fin à ça. Donc, ma motivation n'est pas d'abord financière. Après, je me suis donné des objectifs quand même assez grands. Lorsque je partais de l'Afrique pour le Canada, je voulais déjà être milliardaire en francs CFA. Et quand je suis arrivée au Canada, ça m'a pris près de 15 ans pour me chercher, aller chercher des diplômes, comment m'en sortir. Et je ne m'en sortais pas tant que ça. J'avais un bon salaire, je payais mes dépenses, mais il ne restait pas grand-chose à la fin du mois pour investir. Et c'est quand j'ai démarré ma première entreprise que j'ai pu faire un chiffre d'affaires de plus de 1 million de dollars. Et je me suis dit, waouh, avec toutes mes 12 années d'études universitaires, je ne pouvais pas gagner un salaire de 1 million de dollars. Je me lance en affaires et en moins de 5 ans, j'ai fait 12 millions de dollars de chiffre d'affaires. Je me suis dit, waouh, je ne peux pas m'arrêter là. Alors, je me suis fixé d'autres objectifs. Ce n'était plus juste d'être milliardaire en francs CFA. Mon objectif maintenant, c'est d'être milliardaire en dollars. Donc, du coup, j'ai mis la barre plus haute. Et ce n'est pas parce que j'ai besoin de cet argent. Non, je n'ai pas besoin de cet argent. Je suis une personne qui épargne énormément. Je ne suis pas dépensière. Mais j'ai besoin d'atteindre cet objectif pour me prouver que je suis capable. Pour me prouver que l'objectif que je m'étais donné en partant de l'Afrique, je l'ai atteint. Donc, moi, c'est ça ma motivation. Très, très, très intéressant. Revenons un peu à ton enfance, justement. Tu es né, tu as grandi au Bénin. Dans quelles conditions? Parce qu'en fait, c'est important pour moi que les Africains réalisent que... Parce que tu sais, quand on est face à quelqu'un comme toi qui a du succès, les gens ont tendance à penser que tu as eu une faveur. Tu as eu quelque chose qu'eux, ils n'ont pas eu. Toi, tu viens peut-être d'une famille riche. Toi, tu as peut-être eu... Je ne sais pas, moi. Les gens pensent en tout cas que ceux qui ont eu du succès ont eu quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. C'est pour ça que toi, tu as réussi, que tu as les résultats que tu as et eux, non. C'est pour ça que j'aime rentrer dans l'histoire des gens. Oui. Pour que les gens comprennent bien qu'en fait, c'est faux. Ces gens-là, ce sont des gens qui parfois même partent de plus loin que toi. Et qui pourtant, ils ne sont pas venus. Je veux que tu nous racontes un peu ton histoire. Tu es né, tu as grandi où? Dans quelles conditions? Oui. Je suis née au Bénin dans une famille aimante. J'aime le préciser parce que moi, ça a été ma force. Mon père et ma mère étaient deux étudiants très pauvres et ils vivaient de la bourse étudiante du Bénin. Ils étaient étudiants en médecine quand ils m'ont eu. Donc, je suis née. Mon papa me disait souvent à la blague, Iseline, quand tu es née, mon plus grand souci, c'était le prix du lait Nido parce qu'on se demandait si on allait pouvoir se le permettre pour que ta mère puisse aller travailler.
on était pauvres, mais on était unis dans ma famille. Alors, mon père faisait vivre presque tout le monde du village qui venait nous visiter, restait là, avec le peu de revenus de sa bourse qu'il avait et des petits jobs de tuteur qu'il faisait. Donc, non, je suis née dans une famille pauvre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai la rage contre la pauvreté. Je voulais sortir de cette pauvreté-là. Comment tu as vécu cette pauvreté, justement, oui? Ben, moi, je me rappelle et je l'ai écrit dans mon livre « Riche ou pauvre », quand j'étais enfant, on n'avait pas mangé assez. Mon père et ma mère nous faisaient croire qu'on était des gens importants parce qu'eux sont mieux que le reste du voisinage. Parce que nous, on avait une maison en briques, puis le reste du voisinage avait des maisons en bambou. Donc, ils voulaient toujours me faire croire qu'on était quand même bien à l'aise. Mon père me disait toujours, toi, tu as des chaussures pour marcher, pour aller à l'école tous les jours. Moi, j'en avais pas. Donc, tu es déjà mieux parti dans la vie que moi. Mais moi, je me rappelle, ce dont je me rappelle, c'est qu'on vivait en banlieue de la ville de Cotonou. On n'avait ni eau, ni électricité. Alors, je ne pouvais pas croire qu'on était si bien que ça. Donc, je ne les croyais pas. Ils avaient beaucoup de fierté, donc ils voulaient me faire croire que tout allait bien. Mais une chose que ma famille m'a donnée, c'est l'amour. On a toujours été une famille soudée, aimante, et mes parents m'ont toujours poussée. Mon père se sacrifiait énormément pour me payer l'école élémentaire privée et l'école secondaire privée. Et moi, ça a été vraiment un bon départ pour moi. J'ai eu la chance d'aller à l'école Père-au-Pied, qui était une des meilleures écoles secondaires au Bénin. Et ça m'a vraiment donné le goût de la réussite et de l'excellence. Donc, non, je ne suis pas née d'une famille riche. La preuve, c'est que quand j'ai voulu aller au Canada et j'ai eu une demande d'admission au Canada, mon père n'avait pas les moyens de m'aider à avoir le visa puis payer la caution que ça prenait pour avoir le visa. Alors, il a fallu qu'il vende des terres qu'il avait avec d'autres membres de la famille qui ont mis la main à la poche pour réunir la caution pour que j'aie mon visa pour aller au Canada. Et arrivé au Canada, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'étais étudiante à temps plein. Les midis, je travaillais à la cafétéria comme caissière, la cafétéria de l'université, et je faisais le ménage les soirs dans les résidences universitaires pour accumuler de l'argent. Je me rappelle que 3 ans à peine après être arrivée au Canada, j'ai été capable d'accumuler la mise de fonds pour acheter ma première maison au Canada. Et ça, je l'ai fait toute seule, sans l'aide de personne, en travaillant des petits boulots pendant que j'étudiais à temps plein. À l'époque, on pouvait encore acheter des maisons en tant qu'étudiante et moi, j'ai sauté sur cette opportunité-là. Ensuite de ça, à chaque année... Tu te rappelles combien tu avais acheté ta première maison? Ma première maison avait coûté 160 000 $ canadiens et ça prenait une mise de fonds à peu près de 8 000 $, 5% de mise de fonds, et la banque, avec l'effet de levier, m'a emprunté la différence. Je tiens à souligner que je n'ai jamais pris à la légère cet engagement-là. J'ai tout de suite compris que l'immobilier était un effet de levier important au Canada et j'ai commencé à rénover cette propriété-là que j'ai revendue 2 ans plus tard avec un profit de 50 000 $. Et depuis, j'achète une propriété au moins par année. J'ai toujours réinvesti les profits de la vente de mes propriétés pour acquérir d'autres propriétés. J'ai acheté au fil des années plus de 12 propriétés résidentielles ainsi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir mon parc immobilier. Après ça, quand j'ai été en affaires, j'ai commencé à acheter de l'immobilier commercial, des centres d'achat, des édifices où il y avait par exemple des bureaux de médecins ou d'avocats, des psychologues que je loue et je collecte ainsi les loyers commerciaux. Et depuis, à chaque année, je m'achète au moins 3-4 édifices par année. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je veux qu'on revienne sur le parcours. C'est vraiment très, très... Donc, tu fais tes études. En parallèle de tes études, tu fais des petits jobs qui te permettent de mettre de l'argent de côté. Et à l'époque, quand tu arrives à 8 000, tu donnes ça comme apport pour acquérir ton premier bien. Exactement. Donc, du coup, tu ne payes plus de loyer, tu intègres ton bien. Exactement. Mais tu rénoves ce bien. Et donc, du coup, tu viens dans une stratégie qu'on appelle, nous, ici, de l'achat-revente. C'est-à-dire que tu achètes un bien, tu le rénoves. Oui, le flip immobilier. Flip, c'est ce que vous appelez flip en Amérique du Nord. Oui. Tu rénoves ce bien-là, ton premier bien, et tu le revends avec une plus-value. Et donc là, tu réalises qu'il y a quelque chose à faire. Oui. Il y a quelque chose à faire. Et en parallèle de ça, tu es toujours en train de... Là, tu as commencé peut-être ta carrière, tu commences à travailler.
J'ai étudié pendant longtemps, donc... Oui, parce que tu as eu beaucoup de diplômes. J'ai eu beaucoup de diplômes. J'ai étudié 12 ans. Après ça, quand je faisais mon doctorat, j'ai eu mon premier poste à temps plein de professeur-chercheur à l'université en 2008. Et c'était un très, très bon poste qui m'a permis de me propulser au niveau de ma carrière. Et là, j'avais enfin des revenus substantiels. Je gagnais plus de 150 000 $ par année en tant que professeur-chercheur. Et là, j'ai pu investir encore plus massivement en immobilier parce que j'économisais tout pour réinvestir, pour bâtir mon parc immobilier. Et donc là, à partir de là, en gros, tu te sers de ton salaire pour pouvoir obtenir des financements et tu te sers du crédit comme un levier pour te propulser. Excuse-moi, mais pourquoi les autres ne feront pas ça? Parce que ce que tu dis là, ça semble être cohérent. Ça semble demander bien évidemment de la discipline financière, mais c'est faisable. C'est faisable, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire des sacrifices et ce n'est pas tout le monde qui a les connaissances. Moi, je te dirais que je suis un autodidacte. Donc, dès que je suis arrivée au Canada, je voulais comprendre le système. Puisque j'étais arrivée avec la mentalité d'être milliardaire, il fallait que j'aille vite. Une des choses que je faisais, c'est que j'allais dans des conférences. J'allais voir qu'est-ce que les gens disent et j'apprenais beaucoup sur l'Internet. Il y a beaucoup de sites sur Internet qu'on appelle « do it yourself ». Je me rappelle avoir appris à faire de la rénovation, à arracher des planchers, installer des planchers de bois, installer des murs de gypse, faire de la peinture. J'ai appris à faire beaucoup de choses par moi-même parce que si on doit toujours payer de la main-d'œuvre pour tout faire, ben, on ne va pas vite. Donc ça a été une de mes stratégies pour moi-même commencer à faire de la construction. Après, j'ai commencé à faire de l'aménagement intérieur de la construction. J'ai développé ma propre compagnie spécialisée en aménagement intérieur et paysagement extérieur. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je fais. Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs entreprises qui me chaînaient plusieurs sources de revenus. Et c'est une des choses que j'enseigne dans mes conférences aux gens. Si vous voulez aller vite et vous enrichir, il faut plusieurs sources de revenus. Vous ne pouvez pas vous contenter de une ou deux sources de revenus. Il faut voir comment transformer vos talents en une idée d'affaires qui vous rapporte de l'argent, de sorte que vous gagnez beaucoup plus que ce dont vous avez réellement besoin. Alors moi, ça a été la façon que j'ai pu le faire. Une autre chose que j'ai faite, c'est que pendant des années, je ne me suis pas acheté quelque chose comme une grosse maison alors que j'en avais les moyens. Non, toute la possibilité financière que j'avais était utilisée pour investir. Donc, je me suis privée au niveau de ce que je pouvais me permettre. J'avais les moyens de m'acheter une grosse résidence et pendant près de 8 ans, je ne l'ai pas fait. Je ne faisais que réinvestir mon argent dans de l'immobilier commercial qui me rapportait encore plus d'argent. Donc, il a fallu que je me sacrifie. En anglais, on dit delay gratification. Il a fallu que je retarde la gratification personnelle pour atteindre mon objectif. Très bien. Ça fait partie effectivement des principes. Justement, d'après toi, on a parlé de la connaissance, mais est-ce que la société de consommation au Canada n'est pas aussi un piège dans lequel cette diaspora-là tombe et qui fait que quand les gens arrivent, ils ont l'impression qu'ils ont peut-être le crédit facile, ils s'achètent une voiture, ils s'achètent un grand écran télé, tout ça à crédit. Est-ce que tout ça, ça ne plombe pas aussi les finances des gens? C'est possible qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui tombent dans ce piège de consommation. Et c'est aussi important de souligner que certaines personnes sont disciplinées, mais au Canada, on paye beaucoup d'impôts. Donc, les gens ne connaissent pas les stratégies pour, par exemple, payer moins d'impôts. Par exemple, au Canada, lorsque vous avez une entreprise, plutôt que d'être salarié, vous payez à peine 25% ou 26% d'impôts, alors que quand vous êtes salarié et vous êtes à des postes où vous gagnez plus de 100 000 par année, vous êtes imposé à 50% de votre salaire. Donc, si vous voulez vous enrichir, ce n'est pas avec votre salaire de professeur ou de comptable ou de médecin que vous allez vous enrichir. Il vous faut absolument avoir une entreprise pour être moins imposé. Le gouvernement considère que quand on est entrepreneur, on crée des emplois, donc on est moins imposé en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est aussi des choses que j'enseigne dans mes conférences. Parce que si on garde le modèle salarié, même si on a des gros emplois, on finit par payer 50% d'impôts et on n'avance pas vite. Alors, très intéressant, la partie fiscale qui fait d'ailleurs toute la différence. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa fiscalité ne s'enrichira jamais. Exactement. Parce que tu ne peux pas devenir riche si tu ne maîtrises pas la fiscalité. Non, tu ne peux pas devenir riche en payant 50% d'impôts. C'est impossible. C'est impossible. Toutes les personnes fortunées du monde, si elles ne maîtrisent pas, ont des fiscalistes, payent des cabinets pour les aider à optimiser l'impôt. La gestion de l'impôt est à la base même de l'enrichissement. Alors, excuse-moi, mais Iseline, tu as dit toi-même que tu étais mère. Donc, tu es forcément en couple. Oui. En plus, tu es une femme, tu es noire. Ça fait beaucoup de barrières, on pourrait se dire.
Les barrières, quand on est entrepreneur, il y en a tous les jours. C'est d'apprendre à être résilient, de se battre. Moi, je me suis beaucoup battue et je continue de me battre. Quand on est entrepreneur avec beaucoup d'entreprises, moi, j'ai beaucoup d'employés. J'ai eu au fil des années plus de 3000 employés qui ont travaillé dans mes entreprises. Présentement, j'ai revendu certaines entreprises et j'en ai moins. Donc, j'ai à peu près 125 employés qui travaillent tous les jours pour moi. J'ai 6 gestionnaires qui gèrent mes entreprises. Mais ça prend de la discipline pour gérer tout ce beau monde-là parce que les appels, les messages sur le téléphone, c'est en tout temps. Donc, il faut être discipliné. Moi, je gère mon temps de façon très, très, très rigoureuse et j'évite les pertes de temps. Donc, je suis maman, oui, mais je suis maman tôt le matin, j'apprête mes enfants pour l'école, je m'occupe de mes entreprises, de mes affaires quand ils sont partis. Le soir, à partir de 4 heures, je vais les récupérer de l'école, je m'occupe d'eux. Et quand je les mets au lit vers 20 heures, je retourne à mon travail administratif pour mes entreprises. Donc, j'ai quand même une discipline de travail qui me permet justement de mener tout d'une main de maître, mais ce n'est pas facile. Ça prend aussi des sacrifices. Moi, je me suis beaucoup sacrifiée, moi, pour atteindre ces objectifs-là. J'ai mis mes propres besoins personnels souvent de côté. Ça veut dire quoi, ça? Parfois, par exemple, je reçois une note de mon médecin de famille qui me dit « Tu dois aller faire tel test, tu dois aller faire des prises de sang. » Et je mets ça souvent de côté. Je n'ai pas le temps d'y aller. Je gère d'abord les enfants, les entreprises avant ma santé. Et ça, c'est pas l'idéal. Mais parfois, j'ai dû me sacrifier dans ce genre d'aspect de ma vie pour y arriver. Parfois aussi, je me suis privée d'aller en vacances. J'avais les moyens d'aller en vacances, mais je ne suis pas allée en vacances. Je devais rester parce que j'ai une entreprise en démarrage et mon temps est requis. Donc, je me suis sacrifiée au niveau personnel pour atteindre mes objectifs. C'est très important de parler de cet aspect parce que les gens ne réalisent pas... Enfin, j'ai l'impression que beaucoup de gens, en tout cas, veulent très vite profiter. Tu as dit peut-être de delay gratification. Je crois que c'est l'un des gros problèmes que les gens ont. La capacité à accepter que je vais me priver maintenant pour me réjouir après. Et la grande majorité des gens que je connais qui ont du succès dans les affaires, dans le sport, dans d'autres domaines, ce sont des gens qui maîtrisent cette capacité à se dire, à se projeter dans la réjouissance. Il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour se réjouir et un temps pour pleurer, un temps pour souffrir et ainsi de suite. Et comment toi, tu en es arrivé à ce niveau de maturité qui t'a permis de te dire, moi j'ai souvent un adage que je dis, il faut manger les œufs, il ne faut pas manger la poule. Et ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils mangent la poule. Moi, je considère que quand tu es salarié, ton salaire, c'est la poule. Parce que c'est avec cette poule-là que tu vas pouvoir générer des œufs par la suite. Donc, ce que tu dois faire, c'est nourrir ta poule pour qu'elle te donne des œufs. Or, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils mangent la poule au quotidien. Et la poule ne leur donne jamais des œufs. Donc, comment toi, tu as fait pour venir d'un milieu où tu n'avais pas cette éducation financière? Tu ne viens pas d'une famille dans laquelle... Parce que je considère que si tu viens d'une famille dans laquelle tu avais peut-être des parents qui étaient des entrepreneurs, qui géraient bien leur argent, ils t'ont inculqué des choses. Mais ce n'est pas ton cas. Donc, à quel moment tu acquiers cette discipline financière de te dire, je dois apprendre à mettre de côté, je dois apprendre à devenir propriétaire assez rapidement, je dois apprendre à repousser certains désirs parce que ce n'est pas le moment. Pire encore, ou mieux encore, même quand tu as les moyens de faire certaines choses, tu te dis encore, je vais plutôt nourrir la poule plutôt que de la manger. J'aimerais souligner quelque chose. Moi, en 2020, lorsque la pandémie est arrivée, j'étais déjà très à l'aise financièrement. Mes entreprises, à l'époque, généraient un chiffre d'affaires entre 12 et 15 millions selon les années. Et quand la pandémie est arrivée, c'est là où j'ai appris l'importance de diversifier ses sources de revenus. Avant ça, je me disais, bon, je suis à l'aise, j'arrête. Et j'avais d'ailleurs même arrêté pendant 2 ans de travailler. J'ai voyagé, j'ai pris du temps pour moi. Mais je me suis rendu compte que j'étais trop jeune pour arrêter. Même si j'étais libre financièrement, je ne peux pas arrêter. Non. Et là, je me suis investie d'une autre mission qui est encore plus grande que moi. J'ai été visiter des orphelinats au Bénin et ça m'a beaucoup touchée de voir les conditions dans lesquelles les jeunes enfants se retrouvaient. Et je me suis dit, si j'ai été capable, moi, de développer plein d'établissements d'éducation au Canada qui ont bénéficié à plus de 12 000 enfants canadiens, je suis capable de faire la même chose dans mon pays en Afrique. Et là, je me suis donné une mission qui est devenue plus grande que moi. D'être capable, un jour, je ne suis pas encore là, de créer des établissements préscolaires pour enfants à besoins spéciaux en Afrique, comme je l'ai fait au Canada, par exemple, et de pouvoir recueillir gratuitement
des enfants de la rue. Et depuis que je me suis donné cette mission, ma motivation, elle a explosé. Et mon objectif est devenu plus grand que moi-même. Donc, ce que je veux dire aux gens, ayez des objectifs plus grands que vous-même. Ayez des objectifs plus grands que l'argent. Moi, ma motivation n'a jamais été d'avoir l'argent. C'est surtout quand je vois ce que l'argent peut me permettre de réaliser. L'argent m'apporte la liberté. L'argent m'apporte cette possibilité de transformer la vie des gens. Je vous ai dit tantôt que je suis présidente à la Chambre de commerce de Gatineau. Et à travers ce rôle-là, j'ai aussi un rôle de leader communautaire. Donc, j'aide les entreprises, j'aide les entrepreneurs à faire la promotion de leurs entreprises, à se faire connaître et à se bâtir ainsi de la clientèle. Donc, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est plus orienté vers redonner à la société, redonner aux autres, aider les autres à se propulser. Et parce que la mission est plus grande que moi-même, ma motivation est sans limite pour y arriver et travailler pour atteindre mes objectifs. Pour que les gens n'aient pas le sentiment que tout ceci est très facile, c'est quoi le prix que tu as payé? C'est quoi les moments difficiles par lesquels tu es passé? Peut-être ton top 2, 3 des échecs qui t'ont été les plus salvateurs. Parce que pour un entrepreneur, en réalité, l'échec est une bonne chose. Oui. Quels sont les échecs que tu as vécus et qui t'ont fait le plus grandir? Ce que j'aurais aimé, c'est avoir passé plus de temps de qualité avec mes enfants. Moi, souvent, ce qui est arrivé au fil des années, je donne un exemple. Quand mon deuxième enfant est né, il avait à peine 10 jours quand j'ai commencé à l'amener à la ville pour aller chercher des permis de construction pour construire un édifice commercial. Donc, je le traînais partout sur moi. Il était avec moi, mais je ne prenais pas du temps de qualité avec mon bébé. Parce que dans ma tête, je devais toujours faire quelque chose pour gagner plus d'argent. À l'époque, je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Donc, je n'arrêtais jamais. Je n'ai pas pris de congé de maternité. Je n'ai pas arrêté. Et j'aurais aimé aussi passer plus de week-ends avec mes enfants. Souvent, mes week-ends, je suis en conférence. Parfois, je les amène avec moi. Ils sont dans les coulisses pendant que je suis sur scène et ce n'est pas là où ils voudraient être. Mais je suis obligée parce qu'au Canada, on n'a pas de nounou, on n'a pas de chauffeur, on n'a pas de bonne pour nous aider. Donc, on trimballe souvent nos enfants dans toutes nos aventures. Et parfois, c'est dur sur les enfants. Donc, moi, ça a été quelque chose que j'ai trouvé difficile, ne pas pouvoir prendre du temps de qualité avec mes enfants. J'ai tout fait pour être là pour eux, mais aujourd'hui, quand je les vois grandir, c'est mon regret de ne pas avoir pu prendre plus de vacances avec eux, passer plus de beaux moments avec eux. Donc ça a été un gros sacrifice. C'est pas trop tard, ça. Ils sont rendus pas mal grands, ils ne veulent plus passer du temps avec moi, malheureusement. Ils veulent être avec leurs amis. Ok, d'accord. Je vois. Ok, très bien. Dans le cadre de tes business, par exemple, parce que là, effectivement, c'est des difficultés. C'est le business qui a créé des challenges personnels. Oui. Mais dans le cadre de tes business, est-ce que tu as connu des moments difficiles aussi? Ou alors ça a tout été très bien? Non, pas du tout. J'ai eu quelques entreprises qui n'ont pas marché. Dans les années 2005, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Amazon IT Solutions, qui est une entreprise dans le développement de sites web, Internet et tout. Ça n'a pas fonctionné parce qu'au Canada, la compétition dans ce secteur, c'est des entreprises venant de l'Inde. Donc, je n'ai pas été capable de faire pas mal d'argent comme je l'aurais souhaité avec cette entreprise-là. J'ai aussi eu beaucoup de difficultés quand la COVID est arrivée. Je me rappelle le 13 mars 2020, le gouvernement a fermé toutes mes entreprises. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à zéro revenu. Et ça a duré près de 18 mois avant que je ne puisse reprendre vraiment les activités. Et même quand j'ai réouvert ces entreprises, la clientèle n'était plus là. J'avais à peu près 150 employés que j'avais mis au chômage quand la COVID est arrivée. Donc, plusieurs ont quitté le domaine, sont allés travailler ailleurs. Et il fallait rebâtir maintenant une dizaine d'entreprises de zéro en même temps. Ça a été un très, très, très gros défi. Je me rappelle, je me levais le matin avec des palpitations de cœur. Je me demandais comment je vais y arriver. L'autre défi que j'ai eu pendant la COVID, moi, comme je le disais tantôt, j'ai beaucoup d'édifices commerciaux. Pendant la COVID, les banques nous ont permis, par exemple, d'arrêter le paiement de nos intérêts hypothécaires pendant 6 mois. Mais les municipalités, les villes ne nous ont pas donné de congé de taxes foncières. Donc, je me suis retrouvée, après 2 ans sans opérer mes entreprises, avec 400 000 $ de taxes fiscales par année à payer, d'impôts sur les propriétés à payer, alors que je n'avais pas de revenus pendant tout ce temps-là. Donc, ça m'a mis dans le trou de près d'1 million au bout de 2 ans. Et ça a été très, très difficile de me rattraper au niveau fiscal. Et ça, c'est des choses qu'on n'y pense pas en tant qu'entrepreneur. On ne peut pas aller demander de l'aide pour ça. J'étais obligée de vendre un de mes édifices et une de mes entreprises pour éponger cette dette-là. Et ça, c'est très, très dur. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver quand on est entrepreneur. Ce n'est pas une ligne droite, mais il faut savoir rebondir de nos échecs et se propulser encore plus loin. Alors,
les gens qui arrivent au Canada, on a parlé un tout petit peu du problème de connaissance tout à l'heure, mais c'est quoi les erreurs communes que tu les vois faire quand même? Parce que j'imagine que quand tu les vois débarquer et commencer à vivre, tu te dis, ah, ça c'est dommage, ça c'est dommage. C'est quoi les erreurs qu'ils font et qui leur coûtent un peu leur projet d'enrichissement? Premièrement, moi, je voudrais dire aux gens qui veulent venir au Canada, allez chercher des avantages qui vous différencient. Une chose qui a fonctionné pour moi quand je suis arrivée au Canada, c'est le fait que j'ai étudié une année au Ghana. J'ai étudié en littérature anglaise au Ghana et j'étais parfaitement bilingue avant d'arriver au Canada. Donc, du coup, lorsque je suis arrivée, les opportunités de travail bilingue, je les saisissais rapidement parce que beaucoup d'immigrants francophones ne parlaient pas l'anglais. Donc, ça me conférait un avantage décisif. Donc, c'est ainsi que j'ai eu, par exemple, mon poste à l'université très rapidement parce que je suis bilingue. Et plusieurs ne le sont pas. Ça m'a donné un gros avantage. Moi, ce serait une recommandation pour moi, si vous voulez venir en Amérique du Nord, sacrifier 8 mois, une année, aller étudier l'anglais dans un pays comme le Nigeria ou le Ghana, par exemple. Ça va vous propulser en avant. La deuxième chose que j'ai remarqué, les gens restent dans les communautés ethnoculturelles. Ah, oui. Au lieu de sortir des communautés pour aller créer leur propre réseau pour s'intégrer, les gens restent dans leur communauté. Je vois souvent, par exemple, les Camerounais faire des fêtes il y a des réunions juste pour les Bamileke et ainsi de suite. Je vois souvent les Gabonais faire leurs fêtes à part. Mais souvent, c'est des gens qui sont réunis qui ont les mêmes problèmes. Donc, au lieu de sortir de leur communauté pour aller rencontrer d'autres personnes qui peuvent les aider à bâtir un réseau pour s'intégrer, les gens sont beaucoup dans les fêtes communautaires. Moi, je n'ai pas fait ça. D'ailleurs, je ne pouvais pas me le permettre. Quand je suis arrivée, mon père m'avait donné juste à peine de quoi payer une année scolaire. Donc, il fallait vraiment que je me batte pour payer les autres années scolaires. Je n'avais pas le temps pour aller dans les fêtes communautaires. Je travaillais les soirs, les week-ends, les midis pour y arriver. Donc, moi, ce serait ma recommandation aux gens. Sortez des communautés. Vous n'êtes pas venus au Canada pour rester en communauté avec vos communautés des pays d'origine. Sortez de vos communautés, rencontrez d'autres mondes, impliquez-vous et surtout faites du bénévolat. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Ça m'a permis d'avoir des recommandations pour des emplois. Lorsqu'on va faire du bénévolat et qu'on donne son 100% ou même son 110%, les gens ne nous payent pas, mais ils vont nous recommander à des postes beaucoup plus hauts. Alors, tu as dit que tu ne le faisais pas pour de l'argent, mais quand même, qu'est-ce que ça fait d'être multimillionnaire? On n'a pas de souci d'argent et ça aide énormément. Il fut un temps où, quand j'allais à l'épicerie, j'avais mon premier enfant à l'époque qui était bébé, qui aimait beaucoup manger du fromage. Et quand je faisais l'épicerie, je devais réfléchir à 2 fois avant de lui acheter le fromage. Je devais m'assurer que l'argent dans mon compte bancaire était assez pour couvrir mon panier d'épicerie. Mais quand on n'a pas de problème d'argent, quand on a des millions en banque, on ne se casse pas la tête, on achète ce qu'on a envie d'acheter. Puis c'est à la fin du mois, au mieux qu'on regarde sa carte de crédit, puis on voit ses dépenses, puis on se dit, oh là là, j'ai peut-être dépensé beaucoup ce mois. Mais le fait de ne pas se soucier de l'argent, c'est un gros plus. Ça libère la place dans la tête pour penser à des choses plus sérieuses. Le fait de pouvoir se permettre ce qu'on veut sans y soucier. Moi, je donne un exemple. Par exemple, mon papa est à la retraite aujourd'hui. Quand il m'appelle, il dit, Iseline, j'ai tel problème de santé, j'ai besoin d'argent. Je ne lui pose même pas de questions. Je peux lui envoyer l'argent sans que ça ne me dérange. Et pour moi, c'est ça la liberté financière. De pouvoir redonner aux autres sans que ça crée des problèmes pour nous. De pouvoir vivre sans le stress financier et surtout de se libérer du fardeau de travailler et avoir du temps libre pour pouvoir faire d'autres choses que de se préoccuper de travailler pour l'argent. Alors franchement, c'est très passionnant de t'écouter et j'espère vraiment que les gens seront... je pense que l'événement va être sold out. Je rappelle juste que je vais mettre le lien de la billetterie de ton événement en description. Est-ce que tu dis, je vais prendre un exemple tout simple pour cette rencontre, puisqu'on s'est parlé au téléphone et on ne s'était pas encore vu, et on se posait la question de où est-ce qu'on allait tourner cette émission. Est-ce que tu viens en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu viens en France? Est-ce qu'on attend quand je vais arriver au Canada? Et comme j'avais un passage par Paris, dès que je t'ai dit, bon, mais je passe par Paris, tu m'as dit, ok, d'accord, je prends mon billet. Ça, c'est de la liberté. Oui. C'est-à-dire, c'est de pouvoir se dire, OK, du coup, tu viens à Paris, tu fais une interview et tu retournes à Montréal. Il y a des gens qui, pour organiser un voyage, ça doit être compliqué, il faut prévoir, il faut économiser toute une année, ainsi de suite. Et c'est fou, mais un argument, parce que comme toi, je fais des événements et j'entends souvent les gens dire, mais pourquoi les gens payent pour aller à ce genre d'événement alors qu'aujourd'hui, on a tout sur Internet?
Mais le réseautage, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Ça permet aussi d'écouter des gens, leur histoire, et un petit déclic peut arriver. Je donne un exemple. Hier, moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui va faire partie de la conférence, qui m'a parlé d'un projet qu'il a au Costa Rica pour avoir un resort, pour faire venir des entrepreneurs ensemble, faire une retraite, apprendre l'un de l'autre. J'ai tout de suite sauté sur l'opportunité. Je me suis dit, j'aime cette idée-là. Je vais m'acheter un resort aussi dans le sud pour que les gens qui suivent mon programme de mentorat peuvent se réunir et ainsi se nourrir les uns des autres. Donc, d'être dans ce genre d'événements, ça nous permet d'avoir de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées, lorsqu'on en a les moyens, on les saisit tout de suite et on se permet d'aller plus loin. Et ça, c'est aussi la liberté. Lorsqu'on est capable d'avoir de l'argent, je donne un exemple. Ce début d'année, j'ai déjà acheté 3 immobiliers et 2 de ces 3 immeubles n'étaient même pas listés avant. C'est quelqu'un qui me connaît qui m'a dit, il y a une opportunité qui s'en vient, c'est un immeuble, je pense que c'est une bonne valeur. Et la personne m'a envoyé l'information et j'ai sauté là-dessus, j'ai acheté tout de suite. Parce que j'ai la capacité de le faire. Donc, du coup, quand on est libre financièrement, on est plus libre dans sa tête pour être aux aguets des opportunités qui vont nous propulser aussi. Ça va beaucoup plus vite. C'est le premier million qui est le plus difficile. Beaucoup de gens disent ça. Pourquoi c'est celui qui est le plus difficile et après ça va plus vite? Parce qu'on part de zéro. Moi, je me rappelle ma première entreprise, je n'avais pas d'argent. Alors, je suis partie vraiment, j'ai commencé tout petit. Un client à la fois, j'ai bâti l'entreprise. Et quand il y avait des rénovations majeures à faire, je devais aller chercher des prêts privés pour le faire. La banque ne me qualifiait pas parce qu'au Canada, lorsqu'on veut aller dans l'entrepreneuriat puis on veut aller faire un emprunt bancaire, il faut montrer 2 à 3 années d'état financier. Donc, lorsqu'on part de zéro, on n'a pas les états financiers pour prouver à la banque qu'on est capable. Donc, on est obligé de partir tout petit. Si on ne veut pas partir petit puis grossir petit à petit, on peut prendre des années avant de partir. Moi, je n'ai pas hésité à commencer tout petit. Plutôt que de me dire, je vais attendre d'avoir du financement. J'ai commencé tout petit. Quand j'avais l'opportunité d'avoir un petit financement privé, je le prenais sur 6 mois, je remboursais. Et c'est comme ça que j'ai développé mes entreprises. Mais on te dira, Evelyne, toi, c'était plus facile il y a 25 ans. Aujourd'hui, le Canada est beaucoup plus difficile. Les règles ont changé. La compétition est plus grande. Il y a beaucoup d'immigrés. Les lois ont même changé. On ne peut plus acheter quand on est étudiant. Je ne sais pas si ça a changé, oui, mais oui. Qu'est-ce que tu réponds aussi à ceux qui présentent ces excuses-là? Vous savez, si on ne veut pas passer à l'action, on peut trouver 1000 excuses. Moi, j'aurais pu trouver comme argument le fait que je suis maman et que j'ai des jeunes enfants. Et que moi, je me souviens quand j'ai eu mon premier enfant, je ne savais pas qu'un bébé, ça ne dormait pas la nuit. Donc, j'avais déjà fait mon plan d'affaires de maman, là, que je le couchais les soirs à 20h. Je travaillais sur ma thèse de doctorat. Je faisais ci. Mais je me suis rendu compte, oh là là, mon bébé, il ne dormait pas la nuit et il n'a pas fait une nuit complète avant l'âge de 2 ans. Donc, il fallait que je m'ajuste. Il fallait que je laisse tomber certaines choses, je m'adapte. Je ne me suis pas victimisée. J'ai fait de mon mieux pour y arriver. Moi, ce que je veux dire aux personnes qui trouvent des failles, il y a peut-être des failles, mais il y a aussi des opportunités. Aujourd'hui, le Canada accueille beaucoup plus d'immigrants qu'avant. Quand moi, je suis allée au Canada il y a 25 ans, l'immigration au Canada n'était pas très développée. Donc, il y avait quand même encore beaucoup d'hostilité envers les immigrants nouvellement arrivés. Il fallait se battre, faire sa place. Il fallait faire preuve d'intégrité pour être accepté dans les milieux d'emploi. Il fallait vraiment se battre et donner plus que son 100% pour prouver qu'on était capable, pour que les gens nous donnent une chance. Donc aujourd'hui, le terrain a été bâti pour les nouveaux arrivants. Même s'il y a plus de défis, il y a quand même plus d'opportunités. Certains gouvernements accordent plus d'aide pour aider les entreprises immigrantes aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 25 ans quand moi je suis arrivée au Canada. Donc oui, il y aura toujours d'autres barrières, mais il y a toujours aussi des opportunités. Et c'est d'être à l'affût de ces opportunités, développer son réseau social, s'intégrer et surtout, ne pas lâcher. Il ne faut pas lâcher un nom. Moi, je me rappelle certains de mes financements bancaires. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, je voulais avoir un financement de 4 millions pour construire un édifice qui va servir de préscolaire. Et toutes les banques m'ont dit non. Tout le monde, les banques ont dit non, ton projet est trop risqué. Alors, je n'ai pas arrêté. J'avais une belle Tesla X à l'époque qui valait plus de 150 000 $. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris l'argent, j'ai donné en dépôt au contracteur pour commencer le chantier en attendant que j'aille chercher d'autres sources de financement. Donc, il ne faut pas hésiter à sacrifier son confort si on veut réussir. Et en sacrifiant son confort et en mettant vraiment l'effort, on avance. On ne peut pas faire autant d'efforts et ne pas réussir. Moi, ce serait ma recommandation pour les gens. Bougez, sacrifiez-vous, donnez votre 100% et la réussite sera au rendez-vous. Est-ce que tu penses que travailler dur suffit pour réussir? Parce que les gens disent souvent ça,
il faut travailler dur, il faut travailler dur. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que les gens qui réussissent, c'est ceux qui travaillent le plus dur? Pas forcément, il faut travailler intelligemment. Et quand je dis intelligemment, moi, par exemple, j'ai été chercher beaucoup de formations. Comme je le disais, avant d'arriver au Canada, j'avais un BTS informatique, j'avais un diplôme d'ingénieur, j'ai fait mon diplôme de littérature anglaise au Ghana. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait un diplôme en ingénierie informatique, j'ai fait une maîtrise en informatique, un doctorat en informatique. J'ai été chercher des connaissances. Quand j'ai voulu aller dans le domaine de l'éducation, j'ai fait un diplôme d'enseignante Montessori spécialisé pour pouvoir travailler dans ce domaine. Quand j'ai décidé de devenir conférencière, je suis allée suivre une formation pour devenir animatrice TV. Donc, mon souci de réussite et d'excellence prime par-dessus mon bonheur à moi. Pour moi, si je veux faire quelque chose, je dois me former et devenir excellent. Je ne veux pas être médium, je veux être excellente. Alors, je me donne les outils, je vais me former. Je dis aux gens, allez vous former. Si vous vous sentez limité, peut-être c'est vos connaissances qui ne sont pas à jour. Mettez-vous à jour. Au Canada, on a beaucoup d'opportunités de faire des formations de soi, de fin de semaine pour avancer au niveau professionnel. Donc, allez chercher des formations pour vous mettre à jour dans le domaine où vous voulez aller. Allez aussi développer un réseau. Quand vous aurez un réseau, on va vous recommander tel. Vous aurez l'information complète qui va vous faciliter la vie pour aller plus loin. Mais ne restez pas enfermé chez vous pour chercher la réussite. La réussite, c'est beaucoup d'efforts, de persévérance et surtout, il ne faut pas lâcher. Il faut faire preuve de discipline, bien gérer son temps surtout. Ça aussi, c'est une erreur que les gens font quand ils arrivent au Canada. Au Canada et dans les pays occidentaux, le temps, c'est de l'argent. Donc, je dis toujours, chaque seconde de notre journée, il faut le voir comme un sou dans notre compte bancaire et traiter notre temps comme de l'argent. Parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir monnayer notre temps pour faire de l'argent. Parlons des finances personnelles. C'est-à-dire que le Canada est un pays de consommation, hein, comme les économies occidentales. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Tu penses que le problème de connaissance joue beaucoup. Mais j'entends certains dire aussi qu'au Canada, c'est difficile de réussir quand on est noir, qu'il y a parfois de la discrimination. Est-ce que c'est un discours que tu entends? Est-ce que ça a été ta réalité ou tu penses que c'est... Philippe, les difficultés sont partout. Oui, il y a de la discrimination au Canada, mais il y a aussi des gens très bienveillants. Moi, je me rappelle une fois, c'est une anecdote que je vais vous conter. Quand j'étais professeur à l'université de Moncton, en début de carrière, une de mes étudiantes m'a dit « Madame, vous êtes belle pour une femme noire ». Et je suis restée figée parce que je ne savais pas si je devais traiter ça comme un compliment ou une insulte. Mais c'était l'ignorance. C'est des gens qui n'ont pas vu beaucoup de personnes noires, donc ils se font une idée sur peu de populations qu'ils ont vues. Moi, j'ai vu ça comme de l'ignorance et non de la méchanceté. Donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que partout, il y a de la discrimination. Même dans nos pays d'Afrique, on peut être rejeté. Je me souviens avoir été à Abidjan, puis avoir été rejeté. Je me souviens d'avoir vécu à Dakar où on m'a traité de gnaque, mais ça ne m'a pas empêché de rester là et réussir et avoir mon diplôme. Quand on a un objectif, même si vous venez au Canada et que tout le monde ne vous accueille pas, dites-vous qu'il y a des gens bienveillants. Moi, j'ai toujours eu la chance de tomber sur des gens très bienveillants au Canada et probablement parce que j'ai un état d'esprit positif et je ne fais pas attention aux gens négatifs. Je m'entoure de gens positifs et j'avance. Donc, ne vous limitez pas aux quelques personnes qui peuvent vous saboter le moral. Dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider à vous propulser. Donc, moi, mon discours aux gens, c'est oui, il y a des difficultés. Oui, c'est difficile pour les immigrants. Ce n'était pas plus facile à mon époque quand je venais d'arriver au Canada. Et ce n'est pas plus facile aujourd'hui. Je vous le dis, ça fait à peine 2 ans, j'ai commencé à donner des conférences, j'ai sorti mon livre et je fais des formations. Donc, c'est comme si je repartais dans une nouvelle entreprise. C'est pas plus facile pour moi, mais je travaille très, très fort pour y arriver. Je travaille très, très fort pour me bâtir cette audience-là. C'est seulement l'année passée, en 2024, que j'ai créé un compte Instagram et une page Facebook. J'en avais pas parce que mes entreprises, j'avais pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Donc, pendant des années, je n'étais pas là. Mais là, je suis dans un domaine de formation, de mentorat. Il faut que je sois connue sur les médias sociaux. Donc, je fais l'effort de faire ce qu'il faut. Je tourne des podcasts, je tourne des vidéos quasiment tous les jours. J'éduque les gens par rapport à l'entrepreneuriat et j'invite les gens à s'abonner à ma page s'ils ne sont pas abonnés parce qu'ils vont pouvoir aussi aller chercher des outils pour réussir comme moi j'ai pu le faire. Donc, ne vous limitez pas au négatif. Ayez une mentalité positive et vous allez seulement vous entourer de gens positifs et atteindre vos objectifs. Quelle est l'importance de l'entourage, Iseline?
L'entourage est très, très, très important. Je vous ai dit l'importance d'avoir, moi, eu des parents aimants. Mon père est une personne en qui j'ai 100% confiance. Je sais que, peu importe les difficultés, je peux l'appeler et je sais que c'est mon socle. L'entourage, c'est important. Pour moi aussi, je suis entourée de collègues à la chambre de commerce, par exemple, qui sont des personnes bienveillantes. Donc, lorsque j'ai des difficultés, je sais que je peux aller chercher de l'aide professionnelle. J'ai aussi des mentors. J'ai plusieurs mentors dans plusieurs domaines pour m'aider. J'ai un mentor, par exemple, par rapport à mon coaching. J'ai un mentor en business. Donc, je suis entourée de gens qui sont plus avancés que moi pour me permettre d'aller là où je veux aller. Alors, les gens... Il faut qu'ils comprennent que pour atteindre un objectif, il faut se donner les moyens. Et il ne faut pas se limiter à nos connaissances aujourd'hui parce qu'on n'avancera pas si on n'a pas justement un réseau autour de nous qui nous permet de nous propulser. Je te posais la question parce que tu l'as dit tout à l'heure et c'était bien de revenir là-dessus. Moi, je crois que l'environnement est dans le top 3 des éléments qui déterminent la réussite de quelqu'un. Il y a un adage classique qui dit que si tu es entouré de 5 millionnaires, tu seras le 6e. Exactement. Mais si tu es entouré de 5 personnes broques, tu seras la 6e aussi. Mais c'est exactement pour ça que Philippe, j'ai voulu t'avoir sur mon affiche pour ma conférence parce que c'est une conférence avec tous des grands noms. Il y a Danielle Henkel qui est l'honorable sénatrice actuellement au Canada, qui est entrepreneur, investisseur sur une émission très populaire au Canada qu'on appelle Dans l'œil du dragon. Ok, parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais cette dame-là, elle est très connue. Exactement. Puis il y a Georges Karam qui est sur l'émission Dans l'œil du dragon actuellement, qui est aussi un entrepreneur, un investisseur aussi. Puis il va avoir toi, puis il va avoir moi. Puis il y aura aussi Maître Luc Odette, qui est un avocat spécialisé en droit des affaires depuis plus de 30 ans, qui sera là pour éduquer les gens par rapport à comment sécuriser son entreprise, ses investissements, comment faire pour payer moins d'impôts. Donc, on est entouré de grands esprits à cette conférence et c'est pour ça que les gens doivent être là pour venir développer leur propre réseau et leur intelligence financière. Ceux qui ne peuvent pas être là, est-ce que tu as prévu quelque chose pour eux? Est-ce que tu auras de l'enregistrement vidéo? Ou alors, soyez présents. Soyez présents si vous voulez profiter parce que c'est pas souvent qu'on a la chance de réunir d'aussi grands noms sur un panel. J'avoue que je suis très fière que vous ayez accepté mon invitation à être conférencier dans cet événement et j'ai réussi ainsi vraiment à aligner un panel de conférenciers pour que cette conférence ne soit pas juste ma conférence, que ce soit une conférence organisée pour la diaspora, pour permettre la diaspora de s'élever, de briller aussi parce que c'est quand même un très gros événement au Palais des Congrès de Montréal et je pense que ce genre d'événement-là nous permet collectivement de briller. Pourquoi c'est important pour toi de faire ça au Palais des Congrès de Montréal? Parce que mes précédentes conférences, ma dernière conférence de cette envergure avait lieu au Palais, au Hilton à Gatineau, au casino et on était sold out. La salle n'était pas assez grande pour tout le monde. Donc, j'ai décidé d'aller à Montréal pour cet événement-là, pour permettre aussi aux gens de Montréal, pas juste aux gens de Montréal, de Québec, de se réunir, parce que Montréal, c'est quand même assez central pour les francophones. Donc, j'ai voulu aller vraiment à un endroit où on peut tous se réunir toute une journée pour se nourrir mutuellement et surtout développer notre réseau d'affaires. Pourquoi participer à un tel événement, c'est important pour quelqu'un de la diaspora? Il peut se dire, mais je préfère garder mon argent pour faire autre chose. Pourquoi c'est un bon investissement? La seule façon, Philippe, de devenir riche au Canada, c'est d'être investisseur. Et dans les investissements, 95% des investisseurs sont devenus multimillionnaires grâce à l'immobilier. Ça, c'est une statistique. Donc, si vous avez de l'argent, venez apprendre comment l'investir intelligemment pour bâtir votre propre empire immobilier pour devenir libre financièrement. Ce n'est pas en gardant votre argent chez vous ou en le mettant dans d'autres tontines où vous allez devenir libre financièrement. C'est une opportunité pour vous de venir vraiment changer votre vie et je crois fermement que cette journée sera mémorable. Alors, j'ai hâte d'y être. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Donc, je posais la question pour les gens qui peuvent être aux États-Unis, qui trouvent que ce que tu dis est très intéressant, ou qui peuvent être en France
et qui vont nous écouter là maintenant et qui vont se dire, mais dommage, moi je ne vis pas au Canada, mais j'aurais bien aimé écouter cette dame, j'aurais bien aimé savoir ce qu'elle fait. C'est pour ça que je demandais s'il n'y avait pas un système d'enregistrement. C'est sûr que, Philippe, ma conférence signature a lieu à Montréal cette année, mais je suis en train de lancer une tournée partout. Donc, ça ne sera pas seulement à Montréal. On a une conférence prévue dans quelques pays d'Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Donc, on est en train de travailler là-dessus, mais idéalement, oui, on veut donner d'autres conférences comme ça pour permettre aux gens aussi, parce que l'investissement immobilier, ce n'est pas juste au Canada. L'investissement immobilier, c'est partout. Ça demeure un des meilleurs véhicules pour se bâtir une liberté financière. Et surtout, moi, je dis surtout, si vous ne faites pas travailler votre argent très, très dur, vous passerez le reste de votre vie à travailler pour de l'argent. C'est dur, ça. C'est dur. Et pourtant, c'est la réalité de beaucoup de gens. C'est la réalité de beaucoup de gens qui... moi, j'avais lu un truc qui m'avait beaucoup marqué, qui expliquait que le moment où les gens tombent le plus dans la pauvreté, c'est à la retraite. Exactement. C'est la même chose au Canada. Voilà. Plus de 40% des retraités au Canada retournent sur le marché de l'emploi pour soit travailler à temps partiel ou à temps plein parce que les allocations du gouvernement ne suffisent pas pour vivre à la retraite. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'expérience de vie a monté. Donc, si quelqu'un prend sa retraite à 65 ans aujourd'hui, il va manquer d'argent avant l'âge de 80 ou 90 ans. Donc, on ne peut pas se permettre de se contenter de son salaire. Il faut avoir bâti un empire financier qui génère de l'argent tout seul pour nous, pour le restant de nos jours. Et l'immobilier est le meilleur véhicule pour le faire. Et moi, c'est ça ce que j'enseigne aux gens. Bâtissez un parc immobilier. Vous m'avez demandé pourquoi j'investis autant en immobilier, pourquoi j'achète plein d'immobilier tout le temps. Mais je suis en train de bâtir mon parc immobilier qui va faire que peu importe ce qui va m'arriver, si j'arrête de travailler, je ne serai pas obligée de retourner travailler pour subvenir à mes besoins. Oui, on dit aussi que quand on crée une entreprise, c'est pour se créer de la liberté. Parce que beaucoup de gens créent une entreprise, mais ils deviennent eux-mêmes esclaves de l'entreprise parce qu'ils travaillent tout le temps. Ils n'ont pas de système. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ils n'ont pas créé un système et du coup, ils se sont créés un nouveau job en fait. Exactement. Je vous ai dit, Philippe, tantôt que moi, j'ai une douzaine d'entreprises. Mais savez-vous quoi? Je ne travaille pas activement dans mes entreprises. Mes entreprises m'occupent à peu près 20 heures par semaine parce que j'ai mis en place un système. Étant donné que je suis informaticienne, c'est quelque chose qui est facile pour moi. J'ai informatisé mes entreprises et j'ai systématisé les opérations de sorte que moi, je dirige une équipe qui travaille en dessous de moi. Mais ce n'est pas moi qui travaille dans les entreprises. Ça, je l'ai compris très, très tôt. Si on veut être libre pour pouvoir profiter de son temps, on ne peut pas être solopreneur. C'est ce qu'on appelle solopreneur. Être seul dans son entreprise à assumer toutes les tâches. Donc, il faut apprendre à bâtir des systèmes qui roulent pour nous, qui génèrent de l'argent pour nous, que ce soit pour notre entreprise ou notre parc immobilier. De sorte que nous, on n'a pas besoin de se soucier de travailler pour gagner de l'argent. Excellent. On est pratiquement à la fin de cette interview et je suis très heureux que mon audience te découvre parce que je pense que, comme tu l'as dit, avantage pour inconvénient ou inconvénient pour avantage, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, très peu, depuis juste à peine 1 an, donc pas encore très connu. Comment on fait pour te voir? C'est quoi tes pages? Je suis sur Facebook, Iseline Ganaho, ma page personnelle, iselineganaho.com. Je suis sur TikTok, je suis sur Instagram. Donc, vous n'avez rien, juste à écrire Iseline Ganaho et vous allez tomber sur moi. Alors, je vais te poser une autre question qui est un peu plus personnelle, mais que j'aime bien poser aux femmes de pouvoir, aux femmes d'influence. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué quand on est une femme qui a autant de pouvoir, autant d'argent, de trouver un homme avec qui avancer? Philippe, je vais te conter une anecdote. Quand j'avais 20 ans, je venais de finir mon diplôme d'ingénieur à Cheikh Anta Diop au Sénégal. J'ai été travailler comme stagiaire à EcoBank à Dakar. Et à Dakar, je suis tombée sous le charme d'un banquier très bien à l'aise qui m'avait demandé de le marier. Et pour moi, je t'assure, ça m'a créé une peur. Ça a généré chez moi une peur. À l'intérieur de moi, je me disais, Iseline, ça serait l'erreur de ta vie. Si tu maries un homme qui a de l'argent, qui a du pouvoir, tu risques de te retrouver à faire des enfants, rester à la maison et ne pas avoir d'argent. Parce que le jour qu'il t'en donnera plus, ben t'en auras plus. Et tu seras obligée d'être soumise parce que là, tu es mariée avec, puis tu as de l'enfant. Moi, ça a été la peur de ma vie. J'ai fui. Et je suis allée loin au Canada. Et je lui ai dit de me laisser aller étudier et que j'allais revenir. Évidemment, je ne suis jamais retournée parce que j'ai
moi-même été capable de générer mon argent et atteindre ma liberté financière. À toutes les femmes qui m'écoutent, qui pensent que se marier, c'est un plan pour être riche, détrompez-vous. Le mariage n'est pas une garantie de liberté financière. Si vous voulez garantir votre liberté financière, venez apprendre à développer des entreprises, bâtir de l'argent, générer des revenus, apprendre à investir vos revenus en immobilier et vous allez être libre financièrement. Vous allez pouvoir choisir votre mari, pas juste parce qu'il est riche, mais parce que c'est ce que vous voulez. Et si vous ne voulez plus être dans ce mariage parce que vous n'êtes pas heureuse, parce que vous êtes malheureuse, vous n'allez pas rester juste pour l'argent. Vous allez quitter et être quand même capable de partir puis réussir votre vie. Donc, le mariage, ce n'est pas la liberté financière. Et ça, je suis heureuse de l'avoir compris à 20 ans. Mais on dit aussi que que les hommes fuient les femmes de pouvoir. Parce que pour beaucoup de femmes aussi, c'est important de bâtir une famille. C'est important d'avoir un mari. C'est important d'avoir ce cadre autour d'elles. Mais on dit que, et beaucoup de femmes disent ça, hein, que les femmes ont peur, enfin que les hommes ont peur des femmes de pouvoir. Et ce n'est pas que de l'argent. Quand une femme a un niveau d'instruction très élevé, elle fait peur aux hommes. Quand une femme gagne beaucoup d'argent, elle fait peur aux hommes. Quand une femme a un poste de responsabilité dans la société, elle est directrice, elle est manager, ça fait peur aux hommes. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes dans ton expérience? C'est sûr qu'on fait peur quand on est une femme de tête. Et pas juste dans le contexte de couple. Même dans le contexte du travail, on peut faire peur à ses collègues parce qu'on est une femme forte. Moi, je le vis au quotidien. Les gens trouvent que je suis une femme forte. Moi, je ne me vois pas comme ça. Je me vois comme une personne accessible, très humaine. C'est comme ça que je me perçois. Et dans ma tête, une relation de couple, c'est un partenariat. Donc, si on est en couple avec quelqu'un, qu'on s'entend bien, qu'il y a un partenariat, il n'y a pas quelqu'un qui est le chef, il n'y a pas quelqu'un qui est en dessous de l'autre. Si on peut ensemble travailler dans le même objectif, on peut réussir à deux. Donc, ça n'a pas besoin d'être un qui gagne l'argent et l'autre qui est soumis. Non, on peut travailler ensemble, faire des projets de vie communs où on travaille ensemble à bâtir une richesse ensemble. Moi, c'est ma vision du couple. Et je pense que les hommes, je vous invite à être beaucoup plus tolérants envers les femmes qui veulent réussir. C'est pas qu'on veut être au pouvoir, c'est pas qu'on veut vous dominer, c'est qu'on veut juste être sûr de nous aussi pouvoir utiliser nos compétences, notre intelligence pour se développer en tant que personne. Moi, j'avais une soif de me développer comme personne. Et du coup, j'avais la peur de marier quelqu'un qui allait me dominer, qui allait j'avais peur de ça. Et j'ai fui cela. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse parce que je ne suis pas tombée dans ce piège-là. Si à 20 ans, je m'étais mariée, j'avais eu des enfants, je n'aurais pas eu la chance d'étudier, d'avoir tous les diplômes que j'ai eus. Et si j'avais eu des enfants, moi j'ai eu des enfants plus tard dans la trentaine. Si j'avais eu des enfants à 20 ans, je n'aurais pas été capable d'avoir tous les diplômes et d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une réalisation personnelle que je recherchais. Ce n'est pas contre un homme, mais c'est pour moi-même. Je voulais me réaliser comme personne. Je voulais aller au bout de mon potentiel. Et pour moi, c'est ce qui est important. Et pour beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est ce qu'elles recherchent. Elles veulent se réaliser. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont contre le mariage. Ça ne veut pas dire qu'elles veulent dominer les hommes. Elles veulent juste avoir une chance de réussir par elles-mêmes. Pour conclure, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute là maintenant et qui est toi à 20 ans? C'est-à-dire une jeune femme, un jeune homme qui écoute cette interview et qui a beaucoup d'envie. Il a soif. Il veut accomplir des choses. Et pour le moment, il ne voit rien du tout. Il est peut-être en Afrique. Oui. Il est peut-être en début de carrière. Oui. Ou alors même, il est dans une carrière avancée, mais il a fait beaucoup de mauvais choix. Et financièrement, ce n'est pas trop ça. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui qui est financièrement pas à l'aise pour différentes raisons, mais qui veut, après t'avoir écouté, changer les choses? Moi, je dirais, réfléchissez à comment utiliser vos talents naturels pour développer une affaire. Ça n'a pas besoin d'être une grosse entreprise. Par exemple, j'ai des personnes que j'accompagne au Canada. Une notamment, elle a appris à bâtir une petite entreprise qui fabrique des pastels et qui les livre les week-ends, les soirs, parce qu'elle a 4 enfants, puis elle n'a pas le temps d'aller travailler en journée. Et avec ça, elle arrive à générer des revenus de 2 000 à 3 000 $ par semaine. Donc, moi, je pense que les gens ont des talents, mais qu'ils ne les exploitent pas. Quel talent avez-vous que vous pouvez monétiser et transformer ce talent
en idée d'affaires qui vous rapporte des revenus. Vous pouvez démarrer en gardant votre travail, vous le faites parallèlement, vous commencez à générer de l'argent. Et lorsque vous allez générer maintenant plus d'argent que votre salaire régulier, à ce moment-là, développez plus votre entreprise. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup pour commencer. On peut commencer tout petit avec une idée qu'on a. Aujourd'hui, en Afrique, je sais que l'immobilier locatif fonctionne très, très, très bien. Donc, c'est possible d'aller dans ce domaine sans un gros montant initial. Par exemple, en louant un immeuble, puis en le réaménageant et en sous-louant à des vacanciers, par exemple. Donc, l'idée est de trouver quelque chose qui me permet de générer plus d'argent que mes besoins immédiats. Donc, moi, je pense que c'est accessible à tout le monde. Il faut mettre de côté le loisir, il faut mettre de côté les soirées au bar, il faut mettre de côté la fête tout le temps pour s'investir dans son développement personnel et aussi bâtir quelque chose qui nous permet de ne plus attendre de l'argent de l'État ou de nos proches. Moi, je pense que c'est faisable et ce serait mon conseil pour tout le monde. Merci beaucoup, Iseline, d'être venue nous voir et de nous avoir partagé ta très belle histoire, très inspirante, comme je le disais au début. Et j'espère qu'elle va parler à beaucoup, beaucoup de gens pour qu'on arrête avec des excuses. Peu importe là où on est dans la vie aujourd'hui, qu'on se dise que c'est possible. Et pour les amis qui sont au Canada, venez très, très nombreux. Le 7 juin 2025, à l'événement d'Iseline qui sera organisé au Palais des Congrès de Montréal. Vous avez le lien dans la barre de description pour prendre vos tickets tout de suite si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un événement majeur, vous l'avez compris, par le thème et la qualité des invités. Je confirme ma présence, je serai bien là pour participer aussi à ce très très beau, à ce très bel événement. Merci beaucoup Iseline. Merci Philippe, merci de me recevoir. À très bientôt. À très bientôt.